Comment fait-on un manga? Les mangas sont des BD japonaises, à ne pas confondre avec les dessins animés japonais, qu'on appelle animés. Au Japon, ils sont publiés par épisodes dans des magazines, avant de sortir sous forme d'albums. Il en existe pour les garçons, shonen, pour les filles, shoujo, pour les hommes, seinen, et pour les femmes, josei. Ils sont réalisés par des mangaka, qui se chargent à la fois des dessins et du scénario. Les mangaka ont souvent des assistants qui dessinent les décors ou les personnages en arrière-plan. Mais qu'est-ce qui différencie les mangas des autres BD? Au départ, on appelait manga des dessins humoristiques. Les mangas, au sens de BD, se développent surtout après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, ils sont très influencés par les comic strips, les BD publiés dans les journaux américains. La plupart des mangas sont en noir et blanc. Le sens des bulles, des cases et des pages est inversé. On lit de droite à gauche. Le mangaka le plus célèbre est Osamu Tezuka, le papa d'Astro Boy. Entre 1947 et 1989, il aurait dessiné plus de 170 000 pages. Depuis 20 ans environ, les mangas influencent beaucoup les dessinateurs d'autres pays. Ils adoptent leurs codes graphiques, comme les grands yeux, les expressions exagérées et les traits pour symboliser la vitesse. Aujourd'hui, il y a même des Français qui réalisent des mangas. Et certains sont publiés au Japon. Cocorico! Comment on fait un jour une question? Un jour, une question, c'est l'équipe de France Télévisions et de Milan Presse qui travaille main dans la main chaque semaine pour produire les épisodes de ton programme. Ensemble, ils sélectionnent les questions les plus proches de l'actualité et confient ensuite chaque sujet à un journaliste. Le journaliste explore le sujet, vérifie les informations, choisit de quelle façon il va en parler et produit un texte pile adapté à ton âge. Mais et le dessin animé alors? Le texte, c'est le départ. Après, entre dans la danse tout le reste de l'équipe. D'abord, Franck. Coucou, c'est moi, l'acteur qui te raconte tout. J'enregistre le texte écrit par le journaliste. Jacques, le dessinateur, réalise 13 super dessins qui illustrent avec humour le texte. Avec la voix et le dessin, on fabrique une animatique. C'est un storyboard en vidéo du dessin animé. Grâce aux indications de l'animatique, un animateur va pouvoir faire bouger les dessins de l'illustrateur. Puis, un monteur va mettre à la suite toutes ces animations. Il va ajuster la durée et le rythme pour faire le dessin animé que tu vois à l'écran. Mais c'est pas fini, il manque encore les bruitages. Un bruiteur va ajouter des... un peu partout. Ça rend l'épisode plus vivant. Enfin, des spécialistes de l'image vont assembler tout le travail produit par l'équipe pour finaliser un épisode techniquement parfait. Et ça, en un temps record, pour que chaque jour, tu puisses voir à la télé ton dessin animé préféré. Comment on fait les bébés? Quand une femme et un homme font l'amour, ils peuvent concevoir un bébé. Mais un couple ne conçoit pas un bébé à chaque fois qu'il fait l'amour. Alors, comment se fabrique un bébé? Pour faire un bébé, il faut une femme avec un ovocyte, une cellule fabriquée par son corps chaque mois, et un homme avec des millions de spermatozoïdes. Quand un couple fait l'amour, dans ce moment de partage merveilleux, les spermatozoïdes microscopiques passent du corps de l'homme à celui de la femme et se lancent aussitôt dans une grande course pour rejoindre l'ovocyte. Que le meilleur gagne, car un seul spermatozoïde pourra entrer à l'intérieur de l'ovocyte pour le féconder. Mais le spermatozoïde n'atteint pas toujours son but. En effet, l'ovocyte est fécondable seulement 4 jours par mois. Quand la fécondation a lieu, cette union entre l'ovocyte et le spermatozoïde forme un œuf. Cet œuf va s'installer dans l'utérus de la femme enceinte, une sorte de poche dans son ventre. Et c'est là, bien au chaud, qu'il va se diviser en millions de cellules pour former un embryon, puis un fœtus, et enfin un bébé, qui naîtra 9 mois plus tard. Un moment inoubliable pour les parents. D'où viennent les informations? Télévision, radio, journaux, Internet, tu as accès à plein d'informations. Pour trouver ces informations, les journalistes partent en reportage, observer des événements, interroger des témoins, mener des enquêtes. Quand ils ne sont pas sur le terrain, ils s'appuient sur des sources pour récolter les informations. Mais d'où viennent ces sources? Les agences de presse sont une des principales sources d'informations.
Leurs collaborateurs se relaient jour et nuit pour surveiller le monde entier et être présents dès qu'il se passe un événement quelque part afin d'en informer les médias. Les attachés de presse, eux, préviennent régulièrement les journalistes sur les activités de leur chef. Les journalistes comptent aussi sur leurs relations pour ne pas louper un scoop. Selon leur spécialité, ils ont dans leur contact des scientifiques, des juges, des policiers ou des personnalités politiques. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram sont aussi des sources inépuisables de renseignements, plus ou moins vrais. En effet, pour faire rire ou se faire remarquer, les gens racontent parfois des mensonges. Certains disent aussi des bêtises, car ils n'ont pas vérifié ce qu'ils écrivent. C'est pour ça que le journaliste vérifie toujours ses informations auprès de spécialistes, d'autorités officielles et même d'autres médias. Quand il est sûr de lui, le journaliste peut alors écrire son article. Pourquoi y a-t-il des livres pour enfants ? Parce que les enfants ont plein de choses à apprendre et à découvrir. C'est normal, ils n'ont pas la même connaissance du monde que les adultes. Les livres pour enfants sont là pour les aider à grandir et à comprendre le monde. Mais c'est quoi un livre pour enfants ? Il y en a plein de différents. D'ailleurs, pendant des siècles, les livres pour enfants n'existaient pas, car les enfants étaient considérés comme des adultes. Au XVIIe siècle, les contes de Perrault, comme Le Petit Poucet, étaient destinés aux adultes. Au XIXe siècle, l'école devient obligatoire. Tous les enfants apprennent à lire et des livres sont écrits pour eux. Des romans comme Poil de carotte et Sans famille leur offrent une image de la société et les premiers albums illustrés réjouissent les petits lecteurs. Au XXe siècle, c'est le grand succès des BD et des super-héros. Tous ces différents genres de livres permettent aux enfants d'apprendre, de rêver, de ressentir des émotions, de découvrir des univers. Mais parfois, la frontière entre littérature jeunesse et adulte n'est pas nette, et des livres comme Le Petit Prince ou Harry Potter sont autant aimés des adultes que des enfants. Aujourd'hui, la littérature jeunesse tient une place très importante, et elle a même chaque année près de Paris son salon qui permet aux enfants de rencontrer des auteurs et des illustrateurs. Comment devient-on enseignant ? Bonjour maîtresse, bonjour maître. Chaque matin, en entrant en classe, tu salues ton enseignant. Tu l'appelles maître ou maîtresse. Pourtant, le vrai nom de son métier, c'est professeur des écoles. Eh oui, professeur, comme au collège. Il doit savoir tout enseigner, les maths comme le sport ou la géographie. Ha, trop fort ton prof. Et c'est facile de devenir professeur des écoles ? C'est surtout très long. En France, il faut 5 années d'études après le baccalauréat. Les futurs professeurs passent d'abord une licence, un diplôme récompensant 3 années d'études après le bac. Ensuite, pendant 2 ans, ils préparent le MEF, un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ils y apprennent le développement de l'enfant, comment mener une classe, les mécanismes de l'apprentissage du cerveau. Ils vont même en classe pour s'entraîner. Mais avoir le diplôme ne suffit pas. Il faut aussi remporter le concours de recrutement. Chaque année, au ministère de l'Éducation nationale, on fixe le nombre de postes disponibles. En devenant prof, on devient fonctionnaire, c'est-à-dire une personne qui travaille pour l'État. Un métier que ton professeur des écoles pourra exercer toute sa vie. Et toi, ça te dit ? Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.